Merci beaucoup Dylan d'avoir accepté ma seconde invitation de faire cette vidéo sur ma chaîne. Avec plaisir. Écoute, la première vidéo était vraiment super intéressante avec plein de leçons et donc dans la continuité de celle-ci, maintenant je vais envie de m'intéresser à ton métier. Ok. Parce que on a plein d'idées reçues sur le métier d'auditeur. Ouais, Et moi j'aimerais bien comprendre ce que tu fais, donc ça soit d'un point de vue de mission, mais également d'un point de vue technique. d'accord. Donc ça serait un peu une vidéo qu'est-ce que l'audit sans bullshit quoi. Ok, pas de souci. Alors, ce qu'on pourrait dire pour l'audit, comment je l'expliquerais à quelqu'un qui n'en fait pas, c'est que je commencerais par dire que tu as des entreprises qui, au quotidien, passent des écritures, et à la fin, des écritures comptables, et à la fin, ils aboutissent aux états financiers. Donc, bilan, compte de résultat, annexe. Les états financiers, ce sont les documents que tous les lecteurs des comptes, donc tous les financiers, tous les actionnaires, tous les salariés, l'État regardent. Donc, par exemple, quand tu bosses, je sais pas, quand tu es trader et que tu te demandes quelle est la performance financière d'une entreprise, bah, tu vas regarder ses états financiers, tu vas faire des ratios à partir des états financiers. Le problème, c'est que qui valide ces informations? Certains pensent que c'est l'État qui valide la pertinence des états financiers, la qualité des états financiers. Alors que l'État, la seule chose qui va l'intéresser, ça va rester le niveau d'impôt que l'entreprise va payer. Mais les états financiers, c'est aussi les mobilisations, c'est aussi les dettes, c'est aussi les créances clients, c'est aussi les stocks. Et à aucun moment, tu vas avoir l'État qui va vérifier ces informations. Donc le rôle numéro 1 d'un auditeur financier, c'est de rassurer n'importe quelle personne qui lit les états financiers que ce qui est indiqué, c'est du concret et c'est pas faux. Ok, ok, très intéressant. Et juste peut-être pour clarifier un peu, quand tu dis passer une écriture comptable, c'est typiquement si tu as un litige, tu passes une provision parce que tu sais que tu vas devoir payer une certaine somme en indemnité à d'autres personnes, ça c'est une écriture comptable. Exactement. Donc la comptabilité, moi j'aime bien dire que c'est un peu le langage universel de la finance, c'est un peu l'alphabet de la finance, c'est vraiment la retranscription des opérations, des transactions financières que n'importe quelle organisation va avoir. Ok, super intéressant. Donc ça c'est une parfaite introduction justement pour donner un peu de cadre sur qu'est-ce que l'audit et à quoi ça sert. Maintenant concrètement toi qu'est-ce que tu fais justement d'un point de vue de mission? Je dirais que avant de rentrer dans le détail des missions, ce qu'il faut comprendre c'est comment est-ce qu'on fait l'audit. Là j'ai décrit un peu le principe de l'audit, mais pour réaliser l'audit, je dirais que je sais que c'est pas forcément clair pour beaucoup parce que quand on va sur des vidéos, parfois sur internet, on nous parle de concepts très très théoriques et on se demande mais qu'est-ce qu'il fait au quotidien, tu vois. Mais en fait, pour faire très simple, dans les états financiers, on a des postes. Tout à l'heure, j'ai cité immobilisation, client-fournisseur. Donc, l'étape numéro 1, ça va être parmi les postes qu'on a dans les états financiers, on va déterminer quels sont ceux qui valent le coup d'être audités, d'être vérifiés, et quels sont ceux qui sont tellement faibles qu'on va les mettre de côté. Okay. C'est là qu'on utilise les seuils. On a des seuils en audit pour nous dire, ok, 1 million, on va le checker, 5 000 euros, NS, non significatif, on le met de côté. Okay. Première étape, on détermine les seuils. Seconde étape, on prend par exemple le poste du chiffre d'affaires, on va se demander, ok, la boîte a dit qu'elle a 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comment est-ce que je fais pour vérifier? Bah, on récupère des factures. Le chiffre d'affaires, c'est des ventes, donc on a du cash qui va rentrer. Donc on récupère les preuves d'encaissement, on récupère les bons de livraison. Donc en fait, pour chaque poste, on va se demander qu'est-ce que je vais récupérer pour prouver que c'est vrai. Tu vois, si c'est des stocks, on va aller voir. On va envoyer des stagiaires en province, c'est ce qu'on aime bien faire. Souvent, les stagiaires, ça les déboussole un peu parce ils sont lancés en province tout seuls et ils doivent prendre le train et puis aller compter des stocks. Faire un inventaire en fait pour. Okay. Moi j'ai eu des inventaires, c'était n'importe quoi. J'ai dû faire un inventaire une fois dans un abattoir de porc en plein milieu de carcasse et tout. C'était ma première année en audit, en stage de fin d'études. Bienvenue en audit. Ouais. Non, c'était n'importe quoi. Non, mais voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que voilà, on prend en compte un poste des états financiers et puis on se demande quelles sont les procédures qu'on peut faire pour les vérifier. Okay. Et puis ensuite,
Les procédures les plus simples, les cycles les plus simples, on va les donner aux juniors. Les cycles les plus compliqués, on va les donner aux expérimentés. Quand tu parles de cycle, c'est justement ce sur quoi tu vas auditer? Ouais, alors les cycles, en fait, c'est les postes. Ok, pardon. Donc, les chiffres d'affaires, c'est un poste, des états financiers. Et nous, en audit, on appelle ça un cycle parce qu'en fait, on divise les états financiers en différents cycles, comme des postes, et on les vérifie. Ok, ça marche. Et concrètement, par exemple, si on prend l'exemple du chiffre d'affaires que tu as donné, tu vas récupérer toutes les factures pour arriver au montant, ou alors il y a une certaine marge d'erreur où tu peux dire ok, bah attends, j'ai 800 000 euros de facture sur 1 million, c'est bon. En fait, on a ce qu'on appelle une obligation de moyens et pas de résultats. Pourquoi? Parce que demain, vous êtes dans un Big Four, vous allez auditer une boîte du CAC 40. Dans une comptabilité, tu vas avoir un fichier Excel où il y aura plusieurs millions de lignes. C'est-à-dire même, le fichier Excel le grand livre, l'ensemble des écritures d'une grosse entreprise du CAC 40, ça rentre pas dans Excel, parce qu'il n'y a pas assez de lignes sur Excel. Donc en fait, tu as des millions de transactions, donc tu es dans l'incapacité technique de tout vérifier. C'est pour ça qu'on parle souvent d'approche par les risques. En fait, on va faire une sélection de certaines factures de vente, par exemple, et on va les tester individuellement. Donc en fait, on prend un poste des états financiers. Ensuite, on a des outils en interne qui nous permettent de sélectionner quelques transactions, quelques factures par exemple, et puis on va les vérifier une par une. Et le but en fait, c'est de remplir pour chaque poste, de remplir nos procédures et de remplir nos tests d'audit avec des procédures. Et puis à un moment, on va se demander est-ce qu'on a assez de procédures, est-ce qu'on a fait assez pour conclure que le chiffre d'affaires de 1 million qui est enregistré est bien véridique ou pas. C'est ce qu'on appelle bucket of evidence. Un saut d'évidence, on remplit des preuves et quand on en a assez, on dit ok, le chiffre d'affaires il est fiable. Ok, super intéressant. Donc là, globalement, ce sont les principales missions que tu effectues. À titre personnel en tant que senior? Par exemple, donne-nous un peu. Alors, je dirais qu'il y a différentes missions en fonction du grade. Quand tu es stagiaire ou junior, tu es principalement un exécutant. Donc en gros, on va te mettre sur des cycles les plus simples. Tu vas arriver le matin, on va te dire, toi cette semaine-là, on va te charger d'auditer premier jour le chiffre d'affaires, second jour les fournisseurs, troisième jour tu vas devoir auditer les immobilisations. Donc en fait au quotidien, le rôle d'un junior, c'est d'auditer les cycles les plus simples. Le rôle des juniors expérimentés, en fait on a différents grades en audit. C'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, mais vous avez junior 1, 2 pendant 2 ans, senior 1, 2, 3 pendant 3 ans, manager 1, 2, 3, senior manager et ensuite associé. Donc en fait pour passer de junior à partenaire, à associé, partenaire, il faut plus ou moins 10-15 ans. En vrai c'est plus 15 ans, voire un peu plus parce que c'est pas toujours automatique. Donc c'est très pyramidal. C'est très pyramidal. Il y a un peu redoublé des classes. En gros on n'a pas eu des bonnes évaluations donc on redouble une classe et on peut en sauter aussi une. En finance, c'est assez classique comme organisation. Donc voilà, t'es junior, t'es exécutant, t'es senior, t'es un peu, j'aime bien dire que t'es un peu le chef d'orchestre. Le commandant, Le commandant qui est. Pourquoi le commandant? Parce qu'en fait, t'es en ligne de front. Tu vois, t'es dans la bataille. T'es pas derrière à donner des ordres. T'es vraiment dans la bataille, t'es dans la salle de guerre avec tes juniors. C'est le senior qui va montrer des astuces sur Excel au junior, qui va lui apprendre le métier, qui va lui apprendre comment se présenter face au client. Donc c'est le senior qui va vraiment apprendre le métier, on va dire, au junior qui vient d'arriver, et puis lui donner les petites ficelles, quoi. Et puis tu as le manager, je dirais qu'il est un peu comme tu disais, le chef d'orchestre, il est un peu derrière la bataille. Lui, il a plusieurs batailles à mener, tu vois, donc il est là juste pour guider les différents seniors qu'il gère. Et puis moi, c'est un peu mon rôle actuellement, c'est plus ce qu'on appelle acting as manager. Moi, j'ai sauté une classe, du coup, j'ai jumpé S1, S3. Donc, je fais actuellement, là, mon rôle, c'est plus un rôle de manager où j'ai différents seniors que je supervise sur les différents dossiers. Ok, super intéressant. Et donc d'un point de vue mission, moi je pense que tu as d'autres points à rajouter ou... D'un point de vue mission, je peux parler si tu veux des missions que j'ai effectuées ou c'est intéressant pour vous ça? Tu peux donner des exemples justement, ou des exemples. Alors je dirais que pour les missions, la particularité des Big Four, c'est qu'on est sur des gros dossiers. On a certaines missions qui vont durer une semaine pour des très petites missions. Moi avant j'étais dans un petit cabinet où les missions duraient une semaine.
Mais où je suis actuellement, je suis plus sur des grosses missions qui peuvent durer. Franchement, moi, ça me prend sur, on va dire, 10 mois. Une saison, c'est 10 mois. Ça me prend 6 mois, en fait, pour ma mission actuelle. Voilà. Avec une vingtaine de personnes qui travaillent dessus. Donc moi, voici un peu où j'en suis. Ok. Et ok, ouais, toutes les boîtes du CAC 40. Et t'es sectorisé quand t'es en audit ou pas? Ouais, on est sectorisé. Alors, dans les Big Four, c'est sectorisé principalement. Vous avez certains cabinets comme Mazars, Grant Thornton ou RSM qui ne sont pas sectorisés, Ok. où en fait on peut intervenir sur tout et n'importe quoi. Moi, je suis sectorisé en théorie sur technologie, médias, télécommunications, Ok. mais dans les faits, les secteurs sont un peu perméables, mais en vrai, je fais beaucoup d'énergie. Donc Ok. la boîte que j'audite, elle est cotée aux US et c'est une boîte en énergie, quoi, qui Ok. fait dans le secteur de l'énergie. Ok, ok, super intéressant. Donc là, tu nous as donné vraiment tout le contexte sur le métier, les Ouais. missions, les grades, etc. Ouais. Maintenant, d'un point de vue technique, tu peux nous parler un petit peu des compétences nécessaires, de certaines notions justement qui peuvent aider les gens, soit pour leurs entretiens ou même pour leurs connaissances personnelles? Ouais. Bah, si on commence par la partie technique que je pourrais vous conseiller pour exercer, je dirais que pour les juniors, il faut comprendre que c'est avant tout des compétences techniques qu'on va attendre. Je sais que quand on est en école de commerce, on entend beaucoup parler des soft skills, du relationnel, c'est vrai ça. Ok. C'est beaucoup plus vrai pour les seniors que pour les juniors. Donc junior, moi les 3 conseils que je donne souvent, déjà pour les compétences techniques qu'il faut avoir, je dirais qu'il faut s'y connaître un peu en comptabilité. Il y a des notions qu'il faut savoir maîtriser. Je dirais aussi qu'il faut savoir manier un peu Excel. Et puis, un troisième point qui est plus difficilement mesurable, un peu comme tous les métiers en finance, c'est qu'il faut être un peu smart, il faut comprendre un peu les choses rapidement. Ok. Et donc voilà, pour moi, c'est 3 compétences. Pour la partie technique financière, en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur le tas. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, nous, on recrute, si tu veux, beaucoup. Par exemple, les superstars, en audit, en termes de candidats, ce sont les écoles d'ingénieurs. Ok. Tu vois, ce sont les ingés. C'est eux qui sont le plus dragués par les services de recrutement. C'est eux qu'ils adorent. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment le bagage technique avec lequel les gens vont arriver, mais c'est plus leur malléabilité, leur capacité à se former rapidement, à écouter les conseils qu'on va leur donner, à ingérer un peu ce qu'on va leur apprendre. Parce qu'en fait, tu vas tout apprendre sur le tas. Donc en vrai, en termes de compétences financières, on peut challenger en entretien des compétences comme les IFRS, qui sont des normes internationales. On peut challenger aussi un peu en comptabilité, par exemple poser une question, je ne sais pas, si vous auditez par exemple une boîte qui fait un bar ou un tabac, pour vous ça va être quoi le risque? Tu vois, en fait la réponse qu'on peut donner dans ce cas-là, c'est dire qu'il y a beaucoup d'encaissements en cash et que du coup il faudra faire attention au poste des états financiers qui contient les disponibilités, donc la banque et le cash. Parce que du coup, le cash il est beaucoup moins traçable, il y a beaucoup de paiements en black qui se font, Ouais. donc il est beaucoup plus risqué qu'en audit classique. Donc il y a ce genre un peu de tests qu'on peut vous donner. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses un peu à connaître un peu en amont, parce qu'on aime bien, on est sélectif, on aime des entretiens. Ok. Dans la réalité, vous allez tout apprendre sur le tas, quoi. Les gens vont tout apprendre sur le tas. Ok. Ok, merci Dylan, très, très très clair. Et maintenant, peut-être pour terminer, pour clôturer cette vidéo, est-ce que tu as des conseils à donner pour toutes les personnes qui veulent candidater en audit? Ouais. Alors, pour les candidatures en audit, c'est un gros sujet parce que il faut savoir que les cabinets ont des milliers de candidatures alors qu'ils ont des centaines de places. Donc, de facto, arithmétiquement, c'est forcément sélectif. Et je dirais que le principal sujet, c'est les bots. Donc, en gros, ce sont les robots, un peu, donc c'est le métier de la finance, qui vont discriminer de manière obscure, c'est une boîte noire, personne ne comprend ce qu'il y a dedans, qui vont discriminer les CV en disant soit t'es accepté, soit t'es refusé. Du coup, il y en a certains qui s'amusent à mettre des mots-clés sur leur CV. Je sais pas si En blanc? en blanc, Ouais. ouais. Mais ça, faut faire attention parce que tu fais un contrôle A et c'est grillé. Ouais. Donc en gros, il y a ce truc des bots. On peut trouver n'importe quelle technique sur Internet. Moi, je suis pas de cette team-là parce que j'estime que c'est tellement une boîte noire que personne ne comprend vraiment ce qu'il faut mettre. Donc moi, l'astuce que j'ai à donner, en fait, c'est vraiment principalement de réussir à contacter les recruteurs directement par mail. Ça, c'est le premier point. Et puis, une fois qu'on décroche les entretiens, il faut aussi être capable de contacter des collaborateurs qui travaillent au sein des cabinets pour avoir des conseils. Parce que, tout à l'heure, on en a parlé un peu, mais pendant que je me suis fait recaler pendant 4 ans en candidature en audit, j'avais passé un entretien pour un cabinet au Luxembourg et notamment il y avait la question de pourquoi nous et pas un autre. Quand on est étudiant,
c'est extrêmement difficile de comprendre la différence entre un Big Four X et un Big Four Y. On a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Ouais. Donc en fait, les gens vont forcément avoir la question de pourquoi nous et pas un autre. Et pour savoir un peu comment se positionne le cabinet par rapport aux concurrents au sein sur un marché, sur un pays, sur une région, il faut obligatoirement parler avec des gens qui y travaillent. Parce que les informations que les gens vont trouver sur Internet, sur Google Actualité, c'est pas suffisant. Il faut absolument, obligatoirement, pour chaque entretien, parler, moi je conseille à minimum 3 personnes. Donc envoyez 5 messages sur LinkedIn et essayez à minima d'avoir 3 personnes pour avoir des informations qui sont concordantes et pour vraiment comprendre quelle est la philosophie d'un cabinet par rapport à ses concurrents. Et puis j'ajouterais aussi le fait en entretien de name dropper, tu sais, ça c'est super important parce que ça montre que tu as fait un peu l'effort supplémentaire que d'autres personnes n'ont pas fait justement. Je dirais que la stratégie que je conseille, moi, c'est la stratégie du pied dans la porte, dans le sens où moi je ne conseille pas de demander une cooptation. Je reçois plein de messages de gens qui me demandent est-ce que je peux me coopter au sein du cabinet? Non, parce que en fait, c'est les gens qu'on doit coopter, on doit les connaître. C'est notre réputation qui est aussi en jeu et le cabinet nous demande de coopter des gens avec qui on est sûr qu'ils vont fitter techniquement et relationnellement avec le cabinet. Donc en fait, il ne faut jamais demander de cooptation et même pendant les entretiens que vous allez avoir, que les gens vont avoir avec les collaborateurs, il ne faut jamais demander de faire passer le CV. Les gens qui vont avoir les étudiants au téléphone, s'ils ont un bon fit, s'ils veulent faire passer le CV, ils se proposeront d'eux-mêmes. Mais généralement, il faut juste demander un échange téléphonique de base pour se renseigner sur le métier et sur le processus de recrutement et ensuite advienne qui pourra. Ok, écoute, de super conseils. Ouais. Le dernier conseil pour les entretiens, moi je crois beaucoup en la force du storytelling et je dirais que pour le storytelling en entretien, il faut être capable, moi j'ai bien aimé résumer le storytelling en disant c'est commencer par la fin. Donc en fait les gens souvent en entretien ils se présentent en disant écoutez, merci de me recevoir, etc. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait une licence, puis j'ai fait un Master 1 en finance, puis un Master 2 spécialisé en X, etc. Ça ne marche pas. C'est plus impactant de commencer par la fin, donc de commencer par dire, ok, moi, à cet âge-là, mon objectif, ça a été de faire ça. Donc moi, j'ai par exemple toujours voulu être commissaire au compte au sein d'un grand cabinet. Et donc, c'est pour ça que, afin d'y arriver, j'ai décidé de faire un BTS, de faire un master en école de commerce et ensuite d'avoir des expériences dans des cabinets petits en audit financier. Donc vraiment, commencer par la fin plutôt que de commencer que de dire de manière chronologique voilà. Le parcours. Okay. Peut-être que ce soit intéressant aussi pour vous, je peux m'amuser à faire la présentation, à vous dérouler un peu comment je me présentais en entretien à l'époque. Oui, avec plaisir. Okay. Donc je vais vous la faire en mode comme je la faisais un peu à l'époque. Donc moi je disais, tu laisseras ça au montage, hein, c'est marrant comme d'avoir les trucs un peu informels. Donc moi je disais, bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 24 ans. Donc avant tout, merci de me donner l'opportunité de défendre ma candidature. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que mon objectif, moi, depuis très longtemps, ça a été de travailler au sein d'une grande entreprise, dans la direction financière au sein d'une grande entreprise du CAC 40. Et c'est un objectif que j'ai laissé mûrir pendant de nombreuses années. Moi, j'ai commencé par une terminale STMG, par un BTS Compta. Et au cours de mes expériences, au cours de mes différents stages, ça me paraissait important, avant de faire de l'audit, qui consiste justement à vérifier ce que font les comptables, ça me paraissait important de tout simplement commencer par comprendre ce que font les comptables. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé, mis bout à bout, de faire 12 mois d'expérience au sein de cabinets comptables sur Paris pour justement maîtriser les mécanismes comptables que derrière, je souhaite en tout cas auditer au sein de votre cabinet. Donc ça, c'était ça, c'est ce que je disais pour la partie storytelling sur la présentation. Et je finissais toujours aussi, et c'est toujours aussi systématiquement de parler de son intérêt. Donc moi, la partie de son intérêt, je disais, c'est vrai que dans la vie, je suis aussi beaucoup intéressé par tout ce qui touche autour des finances personnelles. À l'époque, j'avais investi dans des crypto-monnaies en 2017. J'avais vraiment eu de la chance, je ne suis pas du tout un expert en finance ni en crypto-monnaie, mais j'avais investi en 2017 en crypto-monnaie et j'avais réalisé une plus-value de 5 400 €
et qui a été déterminante pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de payer une partie des frais de scolarité à Neoma et à financer mon expérience à Neoma, parce que sans ça, j'aurais tout simplement pas été en mesure de payer les frais de scolarité. Et puis je suis aussi intéressé par l'entrepreneuriat de manière générale, où j'aide des gens du coup maintenant aujourd'hui aussi à décrocher des contrats en finance. Donc ça, c'était la présentation que je faisais à l'époque, et c'est vraiment le côté je commence par la fin pour expliquer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, même si en vrai j'ai dit que j'ai fait 12 mois d'expérience en comptabilité pour maîtriser les mécanismes comptables, alors que je candidatais déjà pour les audits, mais j'étais pas pris, tu vois. Donc il faut être capable de créer un storytelling pour donner envie à la personne de vous écouter déjà et pour impacter un peu ce qu'elle va retenir. Ok, mais vraiment super intéressant, et je pense que c'est que du plus d'avoir eu l'aspect un peu pratique justement, pas que théorique de il faut faire ça, mais voici comment je le fais. Donc top, et puis je tiens à dire aussi que tu peux parler, parce qu'en introduction j'aurais parlé de ta chaîne YouTube, mais tu as aussi un organisme où tu aides des étudiants, donc tu peux peut-être en parler un petit peu. Ouais, pour présenter un peu le truc, c'est que moi, quelques mois après que j'ai été pris dans un Big Four, j'avais tellement galéré que je me suis rendu... Vraiment, je suis passé par tous les états pendant ces 4 ans. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites et que j'ai corrigées. J'ai lu des bouquins par rapport à ça. Et quelques mois après que j'ai été décroché, j'ai été pris dans un Big Four, j'ai créé ma structure qui s'appelle Quantafine, où en fait j'accompagne des étudiants à décrocher des contrats en audit financier, donc étudiants et jeunes diplômés, donc stage et CDI, à décrocher des contrats en audit financier. Donc je dirais que la partie de l'accompagnement que je propose, c'est principalement sur tout ce qui va être candidature, donc le CV, comment contacter les RH directement par la boîte mail, et aussi comment réussir en entretien. Et puis aussi, là je suis en train de travailler sur en fait la chose la plus ambitieuse sur laquelle j'ai jamais bossé de ma vie, c'est en gros je suis en train de préparer un learning technique, une formation technique en audit financier, puisque pour l'instant sur internet en fait on ne retrouve pas de formation technique en audit financier, et mon ambition c'est de mettre à peu près en moins de 5 heures tout ce qu'un junior 1, un junior 2 et les stagiaires aussi doivent connaître avant de mettre les pieds en audit financier, même mieux. C'est-à-dire que je veux leur montrer comment est-ce qu'on fait des mémos, comment est-ce qu'on audite le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on audite les achats, pour que le jour où ils mettent les pieds et commencent en audit financier, ils aient un avantage par rapport aux gens qui n'auront jamais fait ça, parce que ce n'est pas des informations qu'on trouve sur internet. Donc en fait pour eux ce sera le seul moyen. Pour l'instant il n'existe vraiment aucune formation de ce genre-là, de se former de manière pratique sur Excel, notamment sur l'audit financier. Okay. Donc ça c'est mon projet avec Quantafine. Donc le nom va changer, l'ambition est grande, mais pour l'instant c'est là où on en est. Bah écoute, je te souhaite que le meilleur, et je tiens aussi à dire que c'est intéressant particulièrement pour les personnes qui veulent candidater en audit, mais aussi pour les personnes qui veulent faire de la direction financière. Je pense que d'avoir des notions comptables, financières, Excel, ça aide à toutes les personnes qui veulent travailler en finance. Donc écoute, merci Dylan. Avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour la dernière vidéo qu'on va tourner dans quelques minutes. Pas de souci.